personnalité chez Wooban. Donc, ça fait 6 ans que je suis chez Wooban à faire de l'AI à toutes ces sauces. Je suis pas programmeur à la base. J'ai fait un génie mécanique initialement, donc un peu loin. Ce qui m'a rapproché un peu plus du software puis de l'AI à terme, c'est que j'étais allé en robotique par la suite. Donc on se met à programmer des affaires, des robots, commencer dans MATLAB, finalement tomber MATLAB, après un peu C++, parce que là, il faut faire nos commandes de robots temps réel. Puis après ça, ben là, je suis tombé plus dans le data science, fait que là, on est tombé plus Python. Je sais pas, il y en a-tu ici qui sont day-to-day en Python, en main levée, ou deuxième question que je ne veux pas poser, qui considère ça comme un vrai langage de programmation? Donc, on se débrouille avec Python à faire plein d'affaires. Voilà, je vais essayer de présenter du code. C'est la première fois que je viens dans cet événement-là. Je ne sais pas un peu c'est quoi le niveau des présentations. Donc, on s'essaye avec ce que j'ai aujourd'hui. Mise en contexte, pourquoi Pydantic AI? Essentiellement, chez Wooban, on fait des AI depuis plusieurs années maintenant. La dernière craze, c'est sûr que c'est tout ce qui est agentique, tout ce qui est LLM, etc. Puis bon, on se vante d'être provider agnostique, etc. Donc, on voulait se trouver un framework pour faire de l'agentique qui n'était pas OpenAI seulement, Anthropic seulement, Azure seulement, etc. Fait qu'on a landé sur Pydantic AI, un peu parce qu'on aimait de base la librairie Pydantic, qui est une librairie essentiellement de validation du schéma, on peut appeler ça. Un peu plus large que ça, il y en a qui utilisent ça comme une data class de base, plein de choses, mais c'est quand même une librairie bien reconnue dans l'univers Python pour faire des applications. Fait que mon idée, c'est de vous présenter ça aujourd'hui en suivant une espèce de use case réel. Est-ce que c'est un vrai bon use case? Je n'ai pas été chercher plus en détail, voir s'il n'y a pas d'autres monde qui l'avaient fait de l'autre façon. Mais il était quand même intéressant. Donc, je vous présente ça, on part ça. Mise en situation, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ça, mais il y a ce qui s'appelle le UNSPSC, que je vais sûrement changer les lettres à chaque fois que je vais le dire. Mais essentiellement, c'est comme un code que tu peux donner à peu près tous les produits pour classifier ça dans tes affaires. Tu peux, mais surtout pour les achats dans les entreprises, tu dis j'achète un ordinateur, puis je veux après ça faire mon analytique, ça me coûte combien par année de papier de toilette, de plein d'affaires. Puis bon, tu vois, ça marche même pas sur Internet, ça aide pas. C'est pas grave. Ma présentation, ce qu'on aurait vu là, c'est que ça nous sort une liste de codes, puis il faut que ça soit écrit share dedans, puis tu te le proposes. Puis ça fait que, c'est vraiment un aria de trouver ces vraies affaires-là, parce qu'il faut que tu aies vraiment exactement le nom qu'eux utilisent pour le notifier. Puis, qui fait ça? Ça peut être des secrétaires, ça peut être n'importe qui à peu près dans ton entreprise va dire ouais, j'ai acheté des vis, je vais mettre ça dans cette catégorie-là. Puis, je vais retourner dans mes slides. Il y a ça, il y a une hiérarchie. Donc, il y a un segment, comme le segment 430000. IT, Information Technology. Après ça, tu redescends, tu rajoutes des chiffres, tu tombes dans une famille Computer Equipment. Après ça, tu as la classe Computer. Après ça, Commodity Network Computer. Les chances que tout le monde mette le bon numéro à chaque fois sont à peu près nulles dans une entreprise. Fait que là, ça fait que ton analytique n'est pas yard parce que tout le monde aime ça à peu près n'importe quoi. Fait que mon but, c'est de dire, on peut faire un système que peu importe, écris ce que tu as acheté, ce qui est écrit sur la facture, puis ça va te sortir le bon code. Fait que c'est ça le challenge. Classifier à peu près n'importe quoi, une description de produit dans un code UNSPSC, qui peut être freeform. Fait que MacBook Pro, probablement que ça va finir dans Notebook Computer. Mais est-ce qu'il y a une personne qui a arrêté à IT, il y a quelqu'un qui a arrêté à Computer, il y a quelqu'un qui est tombé ailleurs. Tu écris MacBook Pro dans le site web qui ne marche pas. ça aurait sorti complètement n'importe quoi. Puis il y a 13 000 codes différents. Il y a plus de 13 000 codes différents. Fait que, en tout cas, tout ça pour dire que c'est pas évident de trouver ça. Puis présentement, c'est un challenge qu'on a vu dans plusieurs entreprises.
Fait que c'est ça. L'idée, c'est pour que notre système marche, ben, on va avoir juste un code. Parce qu'il faut classifier ça de la même façon. Il faut aller le trouver. Distance de tes lettres. Combien de distance faut que tu bouges tes lettres pour trouver ton max essentiellement. Là, ça les ordonnances avec un score. Puis ça te sort des affaires. Fait que je me lance avec pas du live coding, mais live démo techniquement. Donc, je vais ramener chacun de mes exemples directement en croisant les doigts qui fonctionnent tous. Donc, premier script que je lance, Traditional Fuzzy Search. C'est quand même très rapide, mais ça a essentiellement les défauts qu'on s'attend. Donc, j'ai mis à gauche dans le tableau la requête qui a été faite. Fait que la première est facile. J'ai écrit littéralement un des éléments de la base de données, ça l'a trouvé. L'autre, j'ai écrit Computer Keyboards, il y avait une catégorie qui s'appelait Keyboards, il l'a trouvé. Puis tout le reste, ça n'a pas marché. Parce que j'ai écrit Cell Phones, fait que là, il a trouvé Dry Cell Batteries, c'est lui qui est le plus proche. Ethernet Cable, High Voltage Cable, fait qu'il y avait le mot cable là-dedans. MacBook Pro, ben, ça ressemble à du bord. Puis on voit failure. Ça va vite, mais ça marche pas. C'est ce que je résume ici essentiellement. Fait que, même raison que je viens d'expliquer. Lexical matching only, c'est littéralement la distance entre les lettres. Là, pour ceux qui s'intéressent, c'est Leverstein distance essentiellement, qui donne un score de distance. Essentiellement, ça va mettre en ordre toute ta BD, du plus proche au plus loin, tu prends le premier, tu espères que ça rapporte. Fait que là, on se dit, ben là, on est en 2025, les LLM sont arrivés. Transposer un mot à un espace vectoriel pour trouver des similaires matchés, c'est comme la base un peu des LLM. Fait que, essayons ça, Vector Search, essentiellement. L'idée de, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ça ou connaissent pas ça, je vais l'expliquer rapidement. Tu prends tes mots essentiellement que tu viens encoder dans un vecteur, donc une séquence de chiffres, qui ensuite t'emmène dans un espace très haute dimension. Essentiellement, celui que je vais utiliser, je pense que c'est 362 dimensions. Puis ça donne un point, puis tu checkes autour, ben ok, dans ma BD aussi, j'ai mis toutes mes clés dedans, dans cet espace-là. Je vais checker mes points les plus proches, puis ça risque de vouloir dire la même affaire. Je ne sais pas si vous l'avez vu, là, mais on a toujours l'exemple qu'on peut faire dans cet espace vectoriel-là de, supposons que tu as le mot king minus man, ça donne queen essentiellement. Et tu peux faire la mathématique sur tes mots, puis ça fait somehow un peu de sens. Fait qu'on lance ça. Le code est encore un petit snippet Python. Là, j'utilise une petite BD SQLite, on s'entend, c'est pas s'acheter dehors comme performance, puis comme reliability, mais ça marche ça roule sur mon PC sans problème, j'ai rien à installer. Mis à part le petit plugin de Vector Search, là, parce que c'est pas supporté off the shelf, mais essentiellement, tu viens loader. J'ai préloadé la BD, j'ai tout calculé les vecteurs de chacun des 13 000 mots du UNSPSC. Puis après ça, tu fais une requête de distance, ça te fait une liste ordonnancée encore, puis on envoie ça. Ce qui fait mon embedding, c'est essentiellement un LLM que tu as arraché la dernière couche, là, fait que ça te donne l'espace vectoriel. J'ai pris, je vais l'écrire à la fin, mais c'est Gemma Embedding essentiellement, la version open source de Gemini essentiellement, juste pour l'embedding. C'est ça que j'ai utilisé dans ma démo. On va aller voir le score, on va le rouler. Ça va partir, donc on cherche, on a vu le modèle qui est utilisé derrière, Embedding Gemma, la version dernière, ça roule tout légalement sur mon PC. Là. On a vu la démonstration tantôt, je ne suis pas sur Internet. Fait que ça marche pas pire. On commence à sortir de quoi de bon. Notebook marche encore, Computer Keyboard marche encore, Cell Phone, Mobile Phone, ça marche encore. Ethernet Cable, ça marche encore. MacBook Pro, pas tant. Protractor, c'est la guess que c'est pas si loin. Office Furniture, on n'est pas si loin. HP Printer,
tout à fait. Scott Tower, ils sont en ordre de difficulté-ish, là, fait qu'on n'a pas agressé, mais on n'est pas là encore. On a des nouveaux, on est à peu près à 5 sur 9. Il y a encore des choses qui sont pas parfaites. On l'a vu, MacBook Pro, Kleenex, qui a comme pas caché que c'était des Kleenex, facial tissue essentiellement. Donc, encore des choses, ça donne encore une rank list, c'est pas une seule réponse. Tu peux valider dans B2, ça met une validation, mais techniquement, ton vecteur va un peu n'importe où. Il n'y a pas non plus de hiérarchie. Puis on se dit, bon, ben, encore là, on est, tantôt j'ai dit 2025 peut-être, donc techniquement 2026. Ben là, LLM, ça va régler notre problème, ça fait toutes ces affaires-là. On va juste garocher notre mot, puis il va nous le sortir, il va savoir c'est quoi. Tout de suite, si vous lui faites juste demander au LLM, donne-moi le code UNSPC pour tel produit, ça ne va absolument rien faire. Ça va vous donner un chiffre complètement halluciné. Fait que là, tu dis, ouais, on va l'aider, je vais lui donner exactement les 13 000 entrées, je vais poser la même question, il va me répondre. Fait que c'est le code qu'on voit ici essentiellement. C'est là qu'on introduit tantôt, j'avais aussi du Pydantic, mais là, c'est là qu'on introduit Pydantic AI. Fait on le voit ici, là, la première instance, Pydantic AI, à son nom, on peut s'en douter que ça utilise Pydantic derrière. Donc, nos classes, nos validations sont définies là-dedans. Mais l'agent est défini aussi là-dedans. Donc, ce qu'on passe à ça, on a mon modèle Olama. Olama, c'est le petit serveur qui roule les LLM localement sur le Mac. On peut lui donner, ce qui est bon, le output type. Donc, on peut forcer le LLM à nous sortir un schéma spécial. Donc, j'ai mon schéma en haut, UNSPC guess, qui est un code, qui est une description, qui est une confidence score que le LLM va décider, puis pourquoi il a choisi ça. Il va être obligé de me répondre de même. S'il ne me répond pas de même, il va dire essaye-toi jusqu'à temps qu'il le fasse. Puis ensuite, ben, tu as tes system prompts, tu as tes instructions. Puis c'est là qu'on va dans les instructions. Dans le fond, j'y ai garoché les 13 000 entrées de la table pour que ça nous sorte. Puis, ben, j'aurais dû lancer avant qu'on se parle. Parce que là, il va falloir que ça me éteindre pendant une couple de secondes. Là, on tombe dans des solutions qui sont là. Les LLM, là, je roule, c'est écrit là, je roule GPT OSS 20 millions de paramètres, c'est le petit modèle d'OpenAI open source, qui roule sur mon Mac, qui prend une vingtaine de gigs de RAM, là, il va sûrement monter un peu pendant qu'on l'utilise. Il y a la version un peu plus grosse, qui est 120 exactement. J'ai un Mac M2, 96 GB de RAM, je le tape. Ben flush, fait que les tokens arrivent genre 1 par seconde, ça marche pas tant. Mais le vent, il roule pas pire. Donc là, je vais manger 20 GB de RAM, puis il va commencer à sortir des réponses dans quelques instants. Vous pouvez checker aussi, ça roule sur le GPU. Sur batterie, mais ça ne durera pas longtemps. Mon GPU est tapé dans le temps. Quelques secondes encore, on va avoir nos résultats. Toujours plus long quand on attend devant la salle. Ça sent bien. On croise les doigts. Je vais le laisser travailler pendant que je donne la réponse de ce qui va se passer. C'est une question pendant que ça roule. Tu as juste fourni toutes les 13 000 chiffres. Est-ce que ça serait peut-être plus efficace de le faire filtrer par les catégories plus majeures? Puis là, un fois que tu as le premier comme grand gros catégorie, là tu subdivises à chaque niveau. On s'en vient. On l'a sorti, fait que le gros spoiler, c'est que ça a oui, fuck all marché. Il a inventé 100% des réponses. Il a mis un chiffre, il a mis le nom de la chose, puis c'est à peu près ça. Il n'y a rien de ça qui est vrai. Fait que voilà, tout est made up là-dedans, il n'y a rien de bon. Fait qu'il y a juste on
on l'a forcé, avec PyIdentic, on l'a forcé à nous sortir une réponse. Le contenu était garbage de toutes les dates. On arrive un peu à ce qu'il y a là, bon, ben, comment on fait pour que ça soit pas du garbage? C'est une solution pour vous autres. Mais là, on utilise le vrai agentic. Tantôt, on avait un agent, mais techniquement, c'était single way. On a posé une question, on a demandé une réponse. Fait que ça, c'est mon troisième use case. On lui donne des tools essentiellement pour chercher. Donc, on mixe un peu ce qu'on a fait précédemment. On lui donne un search tool qui est capable de faire et notre fuzzy search du début et notre semantic search qu'on a vu. Puis après ça, ben, il peut checker, OK, j'ai à peu près trouvé la bonne réponse, mais je vais regarder dans computer, c'est quoi qui est en dessous de computer, puis c'est quoi qui est à gauche et à droite de genre portable computer, y a-tu personal computer. Fait on lui donne un peu la possibilité de naviguer. Puis à la fin, l'autre partie aussi, bon, là, on lui donne, je ne sais pas sûr qu'on voit ici, on lui donne aussi son outil de sortie va être validé aussi par notre schéma PyIdentic, mais aussi une fonction qui va checker si c'est vraiment dans BD. Puis si c'est pas dans BD, il va dire hey, recommence. Fait que ça me permet d'avoir un tool de validation. Puis après ça, ben, avec ces outils, là, l'agent qui va faire step by step, ça peut starter aussi. Aussi, il n'est pas si instantané. Fait que, bon, c'est sûr qu'on perd versus les autres search. Là, tantôt, on a parlé de streaming temps réel. Là, ça va prendre ça prend du compute rouler ces affaires-là, mais ça part. Puis, pendant que ça roule, essentiellement, je le montre aussi d'autres tools qu'on utilise en AI. MLflow, qui est un outil, tantôt, quelqu'un parlait d'MLOps, je pense, évidemment. C'est un tool d'observation de modèles, puis récemment, ben, se sont mis aussi au LLM. Fait que là-dedans, essentiellement, on vient tracer. Ouais, mais là, je suis là au cas techniquement. Il y a peut-être des assets web par contre aussi. Quelque chose en arrière-plan, il faut peut-être ton CPU. Techniquement, mon CPU il est assez chill. C'est mon GPU qui est en train de se Fait qu'on va juste attendre. Il va y avoir des assets web là-dessus. Ah non, il est arrivé. Encore non, en tout cas. Bon, on est arrivé. Avec celui-là, ben, on est à 8 sur 9. Donc, on n'est pas si loin. Puis, l'erreur qu'il a faite, c'est les Scott Towels. Il a choisi Towels au lieu de Paper Towels. C'est comme, ouais, pas si loin. Je comprends l'erreur qui est pas arrivée. Parce qu'un humain aurait probablement pas fait aussi là, cette année qui est parti. Good enough. Essentiellement, il n'y a pas descendu assez de l'erreur. C'est la bonne affaire. Parce qu'il risque que c'est en haut, techniquement, ça fait une affaire. Mais tu sais, Kleenex, il a trouvé que c'était des papiers mouchoirs aussi en interne. Donc, je vais checker mon temps avec ça. Je ne sais pas s'il me reste énormément de temps. Mais voilà, l'agent il a revenu. Fait que. Ben c'est ça, dans l'autre, on avait. Si on revient, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir penser, mais on ne l'aura pas. Dans MLflow, les traces, là, pour ceux qui n'ont pas vu essentiellement, c'est qu'on va avoir notre agentic call, puis on va voir toute sa liste de. On peut regarder c'est quoi le prompt qu'il y a eu, c'était quoi la query qu'il y a eu, c'est quoi la réponse qu'il a donnée, puis tout son flux d'outils qu'il a utilisé. Fait qu'il a fait son semantic search first, il a eu une liste de réponses, de ces réponses-là, il a été gauche-droite, regardez ce qu'il a trouvé, puis à la fin, il nous a donné notre réponse. C'est ce que typiquement on voit dans cette vue-là également. Mon serveur, il roule en arrière, là. Voilà, fait que c'est pas les
Fait que voilà, c'est un peu le résumé qui vient de tout dire. Celui-là, en fait, celui-là du Towers, il fait une fois sur deux. Des fois il est là, des fois il tombe sur l'autre. Fait que on reste dans les LLM, on reste dans le non déterministique, mais on arrive à l'autre. Donc voilà le dernier petit funding, puis espérons qu'on va marcher celui-là. On peut juste, avec Pydantic, une fois qu'on a une agenda définie, on a un petit tool, bien fun, qui fait tout web essentiellement. Tu définis ton agent comme on l'avait défini, tu fais tout web, puis c'est ton jeu ici. Puis ça te donne une petite interface chat. Fait qu'on peut chercher nos affaires, si tout marche bien, tu bouffes à chien, il met ça de même. Là, il va nous parler, on voit son thinking, on voit ses tool views, puis ben, il a dit, OK, bouffe à chien, c'est probablement le code pour dog food general, de ce qu'on a de cat food, et la base. Je veux même aller dans le spécifique, il y a dry food for dogs, c'était ça que je voulais, probablement, on l'envoie direct. Donc voilà, c'était un petit peu rapidement, à travers nos expérimentations, les petits features qu'on a pu voir de Pydantic AI. J'avais un autre tech stack en même temps, on a Pydantic AI, il y avait Olama qui faisait les inférences. C'est quoi Light, Vector, les deux modèles, GPT-OSS, Embedding Gemma. Voilà. Questions, commentaires? Est-ce que tu as des outils qui permettent comme de régulariser l'utilisation d'outils? Tu sais, genre, qu'est-ce qui empêche ton modèle de juste se dire je vais query pour toutes les 13 000 codes, puis même pour les livres? Techniquement, je les présente en fait, ces affaires-là. Si vous avez fait quelque part. Peut-être enlever, je vais avoir pas trop d'affaires dans ici. On a, dans notre script 4, là, il y a une couple de features que je vais aller plus en détail à Kung Fu, mais comment on wrap nos fonctions. Les tools, essentiellement, c'est des fonctions Python assez straightforward, que tu types, tu mets un dubstring, essentiellement l'LLM va aller lire ton dubstring pour dire comment je parle ça. Bon, tu peux y envoyer tu peux y passer des contextes aussi qu'on utilise souvent pour garder des fois des anciennes queries qu'il a faites pour être sûr encore que je vais pêcher dans ça pour pas qu'il y ait ça imaginer. Tu as des modèles retry aussi. Quand les tools fail, quand tu raises cette exception-là, ben, ça lui donne l'exception LLM, il peut la lire, fixer son corps, puis la réessayer. Puis, proche de la question que tu m'as posée, le usage limit, en fait, il est là dans mon script. Tu peux limiter un nombre de requests, puis le nombre de tool calls que tu peux faire. Parce que là, c'est gratuit sur mon Mac, j'ai juste à attendre plus longtemps. Mais quand c'est pas pour OpenAI, GPT 2.5, High Thinking, tu peux te montrer une facture. Question à toi? Ton agent, là, c'était Lama. Pas ton agent, ton modèle, c'était Lama. Non, Olama, c'est mon serveur de modèle. C'est GPT-OSS, c'est la version open source de réalisé par Check s'ils connaissent, c'est quoi du stock Tango? On le voit un peu quand on demande, on peut lui parler live. Ah non, s'ils connaissent. Il n'a pas l'air à comment. C'est un petit modèle, hein, c'est un peu un modèle d'homme. Connais-tu Scott? Là, ça, c'est son thinking qu'on voit. Thinking encore. Là, c'est sûr qu'il est prompté pour aller chercher de la base. On n'a pas gratis. D'après mes sources, je ne trouve pas d'enregistrement officiel pour un produit de mascotte Carva, tapis serviette, produit de la mascotte, entreprise américaine, un petit fabricant local. Fait que, on peut aller parler live là, aussi. Là. Non, mais si c'est pas c'est quoi, c'est sûr que c'est pas, tu vas pas te donner la bonne réponse. Mais là, il y a ça, c'est pas ça le problème. Non, c'est possiblement.
C'est sûr que peut-être dans une vraie application, on a les lignes un peu plus intelligentes ou quoi. Il va se mettre de la démo. Là. Puis je pense qu'il ne parle pas si bien français non plus. Ah, ben, pose la question en anglais. Je pense en anglais, ça sort ça. Je regarde pas dedans, je suis en tête. Ça, c'est le thinking qu'on a mis. Scott Sprouse. Scott, c'est une entreprise allemande fondée en 80, ouvert. Fait que, voilà, merci.